Bonsoir et bienvenue à la toute première émission d'Aster on jase. Une émission où on peut jaser. On peut jaser de tout ce qui nous touche ici au Nouveau-Brunswick, dans la région du Grand Moncton également. Donc, premièrement, j'aimerais vous remercier d'être ici avec nous ce soir. Nous avons aujourd'hui le directeur général du CAFI, donc Monsieur Neil Boucher. Merci beaucoup d'être ici ce soir. Ça nous fait plaisir de nous avoir avec nous. Merci Yann. Parfait. Plaisir moi aussi. Merci beaucoup. Nous avons donc Chantal Poirier, la directrice exécutive Oui. du MAGMA, Oui. donc l'Association multiculturelle du Grand Moncton. C'est bien ça. Parfait. Oui. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Nous avons également Monsieur Monsef qui nous est avec nous ce soir, qui est le président du conseil, le conseil de multiculturel du Nouveau-Brunswick. Exactement. Merci beaucoup d'être Merci à avec nous toi ce soir. pour l'invitation. Et nous avons aussi Madame Karen Ouattara. Donc, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Donc, vous êtes avec nous ce soir parce que vous êtes vous avez ouvert un restaurant de cuisine africaine dans la région. Ça fait pas longtemps, hein? Oui, c'est bien ça, oui. Parfait. Donc, ça nous fait un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Ce soir, nous allons discuter un peu. Nous allons discuter, point. De la situation de l'immigration au Nouveau-Brunswick, dans la région du Grand Moncton. Donc, j'aimerais commencer avec ceci. Donc, trouvez-vous peut-être que je pourrais vous envoyer la question au CAFI ou peut-être au MAGMA. Est-ce qu'il y a eu des changements dans les dernières années, une fluctuation du nombre d'immigrants dans les dernières années dans la région du Grand Moncton, ou est-ce que peut-être que le flux est quand même plus ou moins stable? Comment trouvez-vous que ça se développe? Je pense que depuis 2016, en 2016, c'est quand on a eu le gros flux des Syriens qui ont convenu, c'est le fameux flux de Syriens. Depuis 2016, nous à Magma, j'imagine que c'est un peu la même chose, ça est venu un petit peu plus stable. Ça fait que dans une année, on peut recevoir 120, de 70 à 120 réfugiés, puis ensuite les PR ou les nouveaux arrivants du côté un peu professionnel, si je peux dire, c'est pas mal stable ça aussi. La seule chose que j'ai vue qui a peut-être influencé ça, c'est le nouveau programme pilote. Mais je dis nouveau, ça fait quand même 2 ans maintenant que ça va. Ça nous a donné un peu plus de travail, mais c'est très bien. OK. Puis ce nouveau programme pilote, il consistait en quoi au juste? C'était comme quelle sorte de programme? C'était pour... Neil, si tu veux. C'est le projet pilote en immigration du Canada Atlantique. Oui. Et c'est les ministres des 4 provinces atlantiques qui se sont mis ensemble avec l'objectif de les 4 provinces atlantiques de recevoir 3 000 nouveaux immigrants par année pour 3 ans. OK. Alors, et je peux dire avec grand plaisir que de toutes les provinces atlantiques qui participent au projet, c'est le Nouveau-Brunswick qui enregistre le meilleur succès. Ah oui? Oui. Ouais. Et peut-être pour revenir à votre question de est-ce que l'immigration, bien comme Chantal l'a dit, il est sûr et certain que la vague syrienne a été, c'était plus ou moins l'exception, c'est pas la norme. Donc, c'est normal que ça a descendu un peu après cette vague initiale, mais ce n'est pas pour autant pour dire que l'immigration dans le Grand Moncton est encore une réalité bien quotidienne. Si tu prends le recensement fédéral de 2011 et que tu prends le recensement fédéral de 2016 pour la ville de Moncton, okay, la croissance de la population est due à l'immigration à 51%. Alors, ça fait pas mal de gens qui sont ici à cause de l'immigration. Et je sais que nous, au CAFI, par rapport à l'an dernier, le nombre de clients résidents permanents que nous recevons et que nous servons, que nous offrons nos programmes, a doublé. Alors, il y a encore un roulement de nouveaux personnels assez régulier, quoique ça, bien sûr, ça a descendu depuis la vague syrienne. OK. Puis dans ces vagues-là, est-ce qu'il y a une quantité plus importante d'immigrants qui viennent pour
s'impliquer un peu comme par l'entremise de la langue de l'anglais ou plutôt une plus grande quantité par l'entremise de la langue française? Y a-t-il une demande plus importante un des deux côtés, d'après vous? Moi, je dirais que la demande la plus importante, c'est en anglais. En fin de compte, c'est pas c'est pas le grand secret du monde que le Nouveau-Brunswick comme tel a certainement une allure qui est plutôt penchée vers l'anglophone que le francophone. Et en réalité, nous avons des immigrants français. Quand je dis français, ils viennent de la France, OK? Ouais. Qui viennent chez nous. Et puis, ils veulent placer leurs enfants dans l'école anglaise. Ouais. Parce qu'ils ont peur qu'ils n'apprennent pas l'anglais s'ils ne vont pas dans une école anglaise. Ah, OK. Qui n'est pas nécessairement le cas. Moi, j'ai une petite fille de 4 ans qui est bilingue et ses parents lui parlent français. Donc, l'anglais, c'est beaucoup plus facile. Et les gens, après un bout de temps, ils réalisent que c'est peut-être pas nécessairement le cas. Mais je suis sûr et certain que c'est un phénomène qui est vrai. Puis c'est quelque chose qu'on voit de notre côté aussi, parce que là, maman et papa sont peut-être à CAFI pour des services, mais c'est nous qu'on les enfants ou vice-versa. Oui. On essaye de les encourager comme de fait d'aller à l'école francophone parce que les écoles anglophones à Moncton sont surtaxées. Ils sont tous dans la même région, puis ça cause que ça fait vraiment des pressions sur les écoles anglophones. Puis on essaye de les encourager. On travaille très proche avec CAFI pour... Bien sûr, s'il y a des gens qui arrivent au CAFI disons, par chance, et qui nous disent carrément, non, nous autres, on n'est pas vraiment intéressés de s'intégrer dans la communauté francophone, et on veut placer nos enfants à l'école anglaise, dans le Anglophone School District, bien, on les envoie maintenant. OK. Et j'aimerais aussi savoir, par simple curiosité, Monsieur Lacroix et Mme Ouattara, lorsque vous avez entendu parler du Nouveau-Brunswick, est-ce que vous aviez plutôt un penchant pour venir peut-être pratiquer une seconde langue, qu'elle soit la langue française ou la langue anglaise? Avez-vous une préférence peut-être? Moi, mon cas, il a été un peu différent dans le fond parce que même étant dans mon pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire, oui. Je faisais mon parcours en anglais déjà. Okay. Parce que ma mère a un côté anglophone. Donc, ça fait que quand on a pris la décision de venir pour mes études au Canada, il fallait suivre dans ce parcours-là. Ça fait que c'était plus pour le côté anglophone dans le fond. Mais sinon, français, le français, ça reste ma langue première, puis ça fait partie de ma base et tout. Donc, je pense que c'est assez balancé, mais c'était plus le côté continuer mon cursus dans le côté anglophone dans le fond. OK. Et pour vous, monsieur, qu'est-ce qui était votre moi, dans le fond, j'ai étudié dans un système qui est bilingue, arabe et français. Donc, le choix de l'Université de Moncton a été fait sur une base linguistique. Donc, je pouvais faire mes études postsecondaires en français, chose que j'étais un petit peu confortable avec. Et j'avais aucune espèce d'idée que le Nouveau-Brunswick, il y avait 2 langues qui se parlaient. Parce qu'il y avait une entente avec l'école où j'ai été, l'Université de Moncton. Et tout ce que j'avais comme relation, c'est le Nouveau-Brunswick, pour moi, était l'Université de Moncton. Donc, je ne savais même pas qu'est-ce qui se passait à l'extérieur. Je ne savais pas que l'anglais était une langue qui était quand même assez dominante. C'est que lorsque je suis arrivé le 10 janvier 2004, j'ai été extrêmement, d'une certaine façon, surpris parce que je ne savais même pas... j'avais même pas la capacité d'appeler un taxi parce qu'il fallait que je parle en anglais. Je ne savais même pas comment faire une phrase en anglais. Alors, j'ai passé 2 ou 3 semaines à faire mon épicerie à Walmart parce que c'est là où le taxi m'a amené. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres places. Je mangeais des sandwichs froids pendant 2-3 semaines. Je te jure. Oh là là. Donc, redondant un peu vite. Tu apprends la réalité. Et là, il faut se débrouiller. Il faut, dans le fond, essayer de survivre parce que tu es tout seul, tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'amis encore, tu n'as pas de réseau. Et il fait froid. Ouais, ça, c'est la critique. Hein, c'est la critique. Tout de suite. Hein, tout de suite. Justement, alors, il y avait une période d'adaptation, mais il fallait qu'elle soit courte parce que tu n'as pas tout le temps nécessaire pour pouvoir le faire. Il faut se nourrir, il faut sortir, il faut découvrir, il faut faire certaines choses. Alors, le réseau et les amitiés m'ont permis d'une certaine façon d'apprendre l'anglais, chose que j'ai appris comme 3e langue. Alors, c'était l'anglais par nécessité, le français juste par, d'une certaine façon, plus naturel parce que c'est la 12e langue la plus parlée au Maroc. OK. Puis la période d'adaptation, vous disiez qu'elle devait être quand même assez courte. Est-ce que
qu'est-ce que vous voulez nécessairement? Est-ce que vous pouvez plus aller en détail là-dedans? Parce que je ne suis pas certain d'avoir tout compris. D'une certaine façon, c'est que, comment que je te dirais? C'est qu'il y avait trop de choses à faire. Et je n'avais pas nécessairement le privilège de rester dans ma chambre et pitoyer sur mon sort et dire qu'est-ce que j'ai fait, quelle erreur. Donc, il fallait, dans le fond, d'une certaine façon, assumer parce que c'était une aventure. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de défis, entre autres linguistiques, entre autres de famille, d'amis, entre autres la capacité de comprendre certaines reprises le chiac, que je ne comprenais pas. C'est vrai, c'est toute qui était d'une certaine façon quelque chose. Le fait que les collègues à l'université tutoyaient le professeur, puis là, c'est comme « Wow! » Tu peux dire « tu » parce que nous, c'est le « vous ». Alors, il y avait énormément de choses à faire et le temps passait très vite. Donc, il fallait, d'une certaine façon, briser la glace et sortir et faire des connaissances. Être, d'une certaine façon, vulnérable et tu n'es pas là pour faire du tourisme, tu es là pour vivre. Alors, d'une certaine façon, sortir, dire les bonjours, faire les travaux de groupe avec des gens qui venaient d'ici, aller faire l'épicerie d'une certaine façon en anglais, se débrouiller pour faire une transaction bancaire à travers la machine. Moi, j'avais jamais eu de carte bancaire. Je travaillais toujours avec du cash. Fait que travailler avec une transaction bancaire, ça m'a pris 15 minutes. Et il y avait une file d'attente de gens qui me regardaient et comme « Ça va-tu finir? » Parce que je savais pas où mettre les numéros, OK? Trop d'argent. Parce que d'une certaine façon, mon initiation a été plus ou moins différente parce que je suis arrivé 2 semaines en retard. Donc, le fait que j'ai récupéré mes clés de studio à la France, on m'a déposé avec mes valises, puis on m'a dit « Arrange-toi, vas-y ». C'était ça l'intégration 15 ans passés, d'une certaine façon. Aujourd'hui, les choses ont tellement changé. Il y a un comité d'accueil, il y a un suivi, il y a du coaching, il y a plein de choses. Fait que d'une certaine façon, il a fallu sortir de la coquille parce que je suis parti de l'enfant d'une certaine façon chouchouté de ses parents parce que j'étais le dernier, j'étais le Benjamin. Tout le monde faisait comme mission de prendre soin de moi. Mais le premier voyage que j'allais sortir, je le fais tout seul. Et il fallait que je me débrouille dans un nouveau pays, dans un nouveau climat, dans une nouvelle langue. Alors, ça a pris à peu près 2-3 mois et je pouvais dire que je commençais à avoir des amis, je commençais à faire des sorties. Et je commençais à dire des petits mots en anglais, mais même ça sortait tout croche. Mais je m'arrangeais. Donc, ça, c'est comme vous avez décidé d'entreprendre comme une stratégie de vous intégrer le plus rapidement que vous pouviez. C'est juste une question de personnalité parce que je voyais ça comme une aventure. OK, je comprends. Oui, on peut toujours dire que l'intégration, c'est un couteau à 2 tranchants. C'est qu'il faut, bien sûr, il faut que la communauté locale soit prête à peut-être changer ses façons de penser, être parmi des gens avec des coutumes et des mœurs différents et tout ça. Donc, il y a une adaptation à la communauté locale, ça c'est sûr et certain. Mais aussi l'intégration, l'autre partie du couteau, c'est qu'il faut que la personne veuille se faire intégrer. Parce que si la personne bloque, peu importe combien d'efforts seront faits, ça va être très, très difficile pour cette personne-là. Mon chef, lui, a décidé, je suis dans cet océan ici, je vais nager. Puis aujourd'hui, il est parfaitement intégré. Ça travaille des 2 côtés. Mais dans des situations comme ça, c'est dans ce cas-là que CAFI et Magma auraient pu aider, ou j'imagine que plus tard, tu as découvert peut-être Magma ou CAFI, mais des choses comme aller chercher l'épicerie, puis qu'est-ce que je fais avec une carte de guichet, des choses comme ça, c'est tous des services que nous autres, on offre à CAFI et à Magma. Des cours de langue, commencer à intégrer dans la communauté, enregistrer des enfants à l'école. C'est tous des services que nous autres, on offre, puis qu'on peut aider les gens, mais des fois, on manque le bateau, puis les gens ne savent pas qu'on existe. Fait que la situation à Monsef est très commune, puis Magma et CAFI sont là pour aider. Si je peux juste faire une petite parallèle, c'est Magma et CAFI et les autres agences d'établissement, parce qu'il y en a un petit peu partout dans la province, c'est comme quand il fait moins 40 à l'extérieur et tu rentres dans une place où il fait chaud. Tu es comme, ça fait du bien. D'une certaine façon, où à l'extérieur, il va falloir que tu te démerdes d'une certaine façon parce qu'il fait froid, il faut que tu te protèges, etc. Et lorsqu'il fait chaud, tu te sens à l'aise. D'une certaine façon, il y a des bons Samaritains qui peut-être font des heures extrêmement incroyables, que leur but principal, c'est de s'assurer que ces familles-là sont intégrées d'une certaine façon la plus harmonieuse possible. Que, pas juste pour eux, mais les enfants, et que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles, que ça soit en matière de scolarité, en matière de transactions bancaires, en matière d'établissement, trouver un logement, etc., etc. Avec tout le suivi est fait. Fait que c'est comme si tu avais
c'est comme un suite service, comme un VIP service. Vous avez un concierge. Un service de conciergerie. C'est vrai. Dans le fond, tu prends le téléphone, tu dis je veux faire mon épicerie, je ne sais pas où aller. Ben, il y a quelqu'un qui va. Il y a peut-être quelqu'un qui va même prendre la voiture, il va se déplacer avec toi. Il va te montrer même les produits que halal versus non. Okay? Donc, ce genre de service est fait. Et grâce à leur travail, ça fait des années, Magma, ça fait quarantaine d'années, 35 d'années que les immigrants ont accès à ce genre de service. OK. Et là, vous avez dit quelque chose qui m'a fait penser à peut-être qu'à Moncton, est-ce qu'il commence à avoir de plus en plus de marchés ou d'entreprises qui veulent entreprendre de vendre des produits un petit peu plus multiculturels pour des fois accommoder certains arrivants? Est-ce que vous voyez qu'il y a quand même une incitation? Quand même? Oui, il y en a. Il y a quand même le restaurant Madame, juste ici, qui fait qu'on est comme un exemple. Votre tout nouveau restaurant? Un musulman pratiquant, comme partie de mon équipe, tu sais, et puis il se trouve de la viande halal de la région. Oui. Ouais. Ben, il faut dire aussi qu'une des personnes qui est venue en 2016 en tant que réfugié syrien s'est ouvert une petite épicerie sur la Saint-Georges, ici à Moncton. Avec sa petite famille, il est en mesure de servir la communauté musulmane d'une certaine façon à travers des produits qui viennent de la Syrie et entre autres des produits qui viennent du Maghreb. Donc personnellement, ma femme et moi, c'était un rituel de la semaine. Donc comme que je fais le marché, mettons, le samedi matin pour pouvoir encourager les producteurs locaux, ben on cherche un produit là-bas. D'une certaine façon, c'est de lui démontrer un certain support parce que il faut qu'on s'embarque aussi dans cette prise de conscience et dans cette réussite. Pour qu'il réussisse, il va falloir que nous, on lui donne une chance. Alors, moi, personnellement, je fais mon épicerie là-bas et j'invite d'une certaine façon tous mes amis et tous ceux et celles que je croise. S'ils cherchent des produits qui viennent de l'extérieur, ben, je les invite à se diriger chez lui. Parfait. Donc, sur ce, nous allons prendre une pause. On vous revient avec un autre segment dans quelques instants. Merci. Bonsoir et de retour pour une autre partie de l'émission Astor on jase. Donc, nous avons eu la chance de discuter un peu d'expérience, du moins, de l'immigration au Nouveau-Brunswick et de l'adaptation et l'inclusion. Et sur ça, nous avons eu la chance de terminer sur quelques petites entreprises qui sont ouvertes. Ça fait pas Est-ce que c'est relativement nouveau? Je ne sais pas, mais toutefois, nous avons quand même une petite entrepreneur ici qui a ouvert un restaurant africain, et de cuisine, je devrais dire, de cuisine africaine. Et comment vous avez trouvé ça au début d'essayer d'entreprendre? C'est quand même un assez grand projet d'entreprendre l'ouverture d'un restaurant, surtout quand on arrive un petit peu, on arrive ici, on ne sait pas trop, peut-être pas trop commencer. Donc, ça aurait dû être une expérience assez, ça aurait peut-être pu faire peur, stressante. Comment vous avez vécu ça? Comment est-ce que je vais dire? C'est qu'après les études, par exemple, la cuisine, c'est toujours quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et même dans mon cercle d'amis, quand il y a quelque chose en rapport avec la nourriture, oh, je m'en charge, oh, je vais le faire, oh, j'ai déjà une idée ici. C'est vraiment ce côté-là, déjà, l'amour de la chose, déjà, pour commencer. Puis, quand on regarde la région, par exemple, le Grand Moncton, on voit qu'il y a beaucoup de diversité, par exemple. Il y a beaucoup de différentes choses qui font que la province, ou du moins la région, est assez diversifiée. Et je me suis posé la question, mais tiens, il y a un peu de Taj Mahal ici, il y a certains restaurants qui sont assez représentés en fonction des communautés qu'on trouve, mais pas vraiment africains. Il n'y a pas vraiment un restaurant typique africain dans la région. Et
je me suis dit, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je vais lancer, par exemple, quelque chose, une période de test, on va dire, parce que je le faisais de la maison. So, j'ai lancé quelque chose, une période, j'aime l'appeler la période de test par moi-même, pour voir exactement, est-ce qu'il y a la demande dehors pour ça? Est-ce que les gens, ils sont ouverts à essayer? So, je le faisais de la maison. Et après, sur peut-être 8 mois, comme ça, j'ai vu que, en fait, ça peut donner quelque chose de vraiment intéressant si on le planifie bien, puis on s'organise bien. Puis où je travaillais dans le temps, j'avais rencontré mon associé maintenant, Maktar, puis lui aussi, c'est quelque chose qui l'intéressait quand on discutait. On voyait qu'on avait des similarités par rapport à ça. On a dit, ben, on va essayer de travailler là-dessus pour voir ce que ça va donner. Ça a pris beaucoup de temps, par exemple, plus d'1 an pour la planification, pour essayer de prendre les informations nécessaires. C'est un gros challenge. C'est pas facile, mais quand tu as une vision, quand tu es déterminé, que tu essaies de mettre tous les moyens de ton côté pour y arriver, bah, tu vas y arriver. So, c'est comme ça. On a fait une étude de marché, on a essayé de voir un peu ce qui se passait, on a essayé de poser des questions, aller dans les différents organismes pour voir exactement, parce que c'est pas comme quand tu es au pays. Tu dois essayer de savoir exactement comment les choses marchent, faire en sorte que tu suis les normes en fonction de où tu te trouves pour voir que tu fais tout correctement et essayer de te donner toutes les chances pour pouvoir rester quand tu vas ouvrir dans le fond. Donc, c'est ça. Parce que j'imagine que, surtout quand on veut ouvrir une entreprise, puis quand vous avez fait votre étude de marché, ça aurait dû être quand même un travail assez ardu et chargé d'essayer de comprendre, bon, qu'est-ce que ces gens-là veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent pas? Qu'est-ce que je leur fais? Donc, ça aurait dû, j'imagine, ça a dû être un travail qui était très long. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Mais moi, je me mets toujours dans cette optique de mieux vaut prendre son temps et bien le faire que de précipiter les choses et après, ça n'aboutit pas. So, c'était nécessaire pour la base du restaurant, on va dire. Et il se trouve où, ce restaurant, par exemple? Sur la Elmwood, il y a un plaza, 331 Elmwood, au niveau, comment est-ce que je vais l'expliquer? C'est une grande bâtisse au niveau de la Elmwood, où est-ce qu'il y a la zone de Tim Hortons et de Pizza Delight, juste cette bâtisse-là. Ah, OK. OK. OK, Tim's, Pizza Delight, Dixili. OK, moi j'utilise le Dixili comme point de référence. Et c'est comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle Barakat African Cuisine. Le Barakat African Cuisine. Barakat African Cuisine. Oui. Ben, au pire des cas, il y a toujours Google Maps. Oui. Je vais finir par le trouver. C'est délicieux, c'est bon. C'est bon? Oui. Et je suis un peu curieux juste de savoir, parce que j'ai pas eu la chance, je me sens un peu hypocrite parce que j'ai pas été à votre restaurant. Il faut venir. Je me demandais juste, qu'est-ce que le genre de cuisine? Je ne sais pas quelque chose que je connais nécessairement. C'est pratiquement les mêmes choses qu'on trouve ici dans le fond, mais c'est juste la manière de cuisiner qui diffère, par exemple. Ah, OK. Donc, ça sera du poisson, ça sera de la viande de mouton, ça sera du poulet, ça sera des brochettes, mais tout se passe dans la manière de cuisiner qui est typiquement africaine, on va dire, avec les assaisonnements, puis les épices ici et là. Ça sera du riz, mais juste la manière de le faire qui va différer, qui va se démarquer des autres. Il faut garder un petit secret. Là. Bien on ne va sûr. pas donner le magicien ne donne pas tous ses secrets. Là. Du tout. Non, même, surtout pas à la caméra. Ça vaut la peine de visiter. Ouais. Oui, ça serait bien. Et sur ça, je me posais aussi la question de quand c'est venu le temps de choisir, OK, je m'en vais étudier à l'Université de Moncton ou je m'en vais étudier à Sackville. À Sackville. Oui. Donc, comment qu'est-ce qui est la chose qui est vraiment venue vous chercher? Est-ce que c'est l'université exclusivement qui était comme la chose qui vous a un peu comme convaincu à venir faire un séjour pour essayer un peu le terrain de la région? Est-ce que c'est les études ou comment ils ont vendu un peu l'image du Canada? Comment ils ont fait pour essayer de vous convaincre comme venez ici, ça va être super? Je sais qu'il y a des représentants de différents pays, par exemple avec l'Université de Moncton qui font du recrutement. OK. Mais par exemple, ça c'est francophone, puisque moi j'ai fait
le système anglophone là, c'était plus des recherches personnelles par exemple. Donc c'était moi-même qui fallait comme savoir exactement où est-ce que je veux aller. Puis moi j'étais plus dans l'Ontario, j'étais plus dans les provinces à l'ouest et tout. Puis j'ai ma tante qui travaille à l'ambassade du Canada dans mon pays qui me dit mais écoute, pour moi je pense, mon avis personnel, je pense que tu devrais aller dans une province qui est un peu plus petite, on va dire. Et quand tu auras cette base-là, tu peux aller où est-ce que tu veux. Moi, je connais pas mal d'endroits. Il y a le Nouveau-Brunswick, essaie ça, puis tu verras si ça te plaît pas, on peut changer, mais moi, je pense que ça serait bien pour toi. Puis, elle n'a pas eu tort. Hein. moi, je me sens parfaitement correcte ici. Là. Est-ce que vous sentez quand même, est-ce que, dans le fond, ça a répondu à vos attentes quand même, vous êtes bien adapté? Oui, ça a pris un petit temps, comme il disait tantôt, oui, le temps d'adaptation et tout, mais au final, quand tu es adapté, là, tu es correct, là, tu n'as pas de problème et tout. Moi, c'était pas comme, oh non, qu'est-ce que je vais faire, ou il fallait, parce que tu étais là, comme il le disait, tu n'as pas le choix, tu dois juste faire ce qu'il y a à faire et puis continuer, quoi. Donc, mon cas, c'était un petit peu différent. Ouais, parce que moi, je ne me suis pas fait recruter par l'université, je me suis fait recruter par moi-même. Ah, OK. Parce que dans le fond, l'école où j'étais, j'ai dit, je veux faire des études à l'extérieur. Puis j'étais en retard pour septembre parce que je voulais partir en France, comme que la majorité des gens qui sont en Afrique d'une certaine façon vont. Il m'a dit, tu as déjà manqué l'inscription du mois de septembre, mais il y a une option qui te reste. C'est une université canadienne que tu peux étudier au mois de janvier. Voici la brochure, puis arrange-toi. Donc, la brochure, dans le fond, sur la brochure, il faisait super beau, il y avait du gazon. Oh non! Okay. Puis, tout le monde était 2 mois! C'est ça. C'était joyeux, 2 mois. puis c'était beau, puis il y avait des arbres, etc. Puis j'arrive le 10 janvier 2004, puis il y avait une tempête de neige. OK? So, la porte de l'aéroport Trudeau s'ouvre, puis je trouvais pas d'oxygène. Tellement, il faisait froid, il faisait vraiment froid. Donc, d'une certaine façon, c'est que le recrutement a tendance, d'une certaine façon, d'embellir la chose. Ouais. Mais pour moi, j'allais faire mes études au Canada. Je ne connaissais pas le Nouveau-Brunswick, je ne connaissais pas l'Université de Moncton, autre que ce que j'ai vu sur le pamphlet. Même, j'ai un oncle qui habite à Montréal depuis peut-être une 30aine d'années, puis il m'a dit, tu as choisi l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick, c'est où ça? Je ne savais même pas où ça se trouvait. Il dit, pourquoi tu vas étudier là-bas? Viens au Québec, tu es proche, on va pouvoir t'aider, etc. Je dis, non. Comme je veux vivre l'expérience d'une province différente, éloignée, j'ai entendu des belles choses. Fait que je vais aller m'essayer d'abord là-bas, et si jamais ça ne roule pas de la manière comment que je veux, je ferai toujours mes transferts. Et veux pas, j'ai eu mon admission à Montréal par la suite, mais j'ai décidé de rester parce que c'était tellement agréable. Donc, c'était une belle expérience parce que c'est pas juste l'Université de Moncton, c'est l'Université de Moncton, c'est la communauté, c'est le magma, le café, les amis, la bonté des gens, les gens qui sont généreux. Comme je te dis, moi, je faisais mon épicerie au Walmart, puis il y a des gens qui m'ont juste regardé puis ils disent « Est-ce que tu viens du Mexique? » Je dis « Non, je viens du Maroc. » Il dit « Qu'est-ce que tu fais ici? » Je dis « Je suis en train de faire mon épicerie. » Il dit « Tu fais ton épicerie au Walmart? » Je dis « C'est juste ça que je sais. » Il dit « Non, c'est pas ici que ça se passe. Viens avec nous. » Puis cette famille m'a amené au Sobeys, faire mon épicerie. Je ne les connaissais même pas. Puis ils venaient me chercher à chaque semaine à ma résidence pour faire mon épicerie. Puis ils ne me chargeaient même pas rien du tout. Ils faisaient juste parce qu'ils voulaient m'aider justement à découvrir la vraie nourriture, autre que la nourriture congelée que je mangeais pendant 2 semaines. Oui. Fait que c'était rough au début. Non, je mettais la pizza au micro-ondes et je la réchauffais et je la mangeais. C'est comme ça. Ça ne goûte pas la vraie pizza. Mais au Nouveau-Brunswick et dans les Maritimes, il y a cette bonté, il y a cette générosité des gens qui fait en sorte que, d'une certaine façon, tu laisses ta famille et tu trouves une autre grande famille ici. Des gens qui veulent que tu réussisses et des gens qui veulent s'assurer que tu es bien chez eux parce qu'ils le feront avec un cousin, ils le feront avec un frère, mais ils le feront aussi avec quelqu'un qui vient de l'international. C'est vrai. Moi, j'aimerais juste ajouter un peu à ce qu'il dit. C'est juste un fait qui m'a marqué, par exemple, à mon arrivée. Quand tu croises quelqu'un, un Canadien ou un local dans la rue, il a ce petit sourire-là. Vous ne vous connaissez même pas, il va juste sourire. Puis c'est comme si... It's welcoming, je ne sais pas comment je vais le dire là, mais ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et tu te dis, mais attends, c'est vraiment, ils sont vraiment généreux, ils sont vraiment bons de l'intérieur et tout. Comme ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué du fait que quand je suis rentrée, pendant un été, je me suis retrouvée à faire ça, puis les gens me regardaient, qu'est-ce qu'elle a comme problème, elle? Ouais, c'est ça. Mais ça démontre une certaine bonté, une certaine ouverture d'esprit, on va dire. Et tout. OK. Donc,
si je comprends bien, il y a quand même le pays un peu montré, surtout par comme quelque chose d'enjoliveur, ils vont peut-être parfois montrer plutôt comme des métropoles, comme Montréal, puis certaines choses de beau temps. Mais est-ce que vous trouvez que cette chaleur-là que vous avez ressentie, que comme vous avez expliqué tantôt, qui vous a fait comme un peu comme si vous retrouviez une nouvelle famille, est-ce que c'est quelque chose qui mise un peu dessus quand ils viennent à présenter un peu le pays ou quelque chose du genre? Je dirais, c'est quelque chose que tu vis. Parce qu'une fois que tu viens ici, c'est comme si tu manges le meilleur steak de ta vie et une fois que tu manges un autre steak, ça ne goûte pas pareil. Une fois que tu viens ici et tu as goûté à tout ceci et tu vas dans les grandes villes et dans les grands centres, tu as toujours ce goût que tu dis « je m'ennuie de cette chaleur. Je m'ennuie des gens qui sont chaleureux, qui sont souriants. » Parce que tu rentres dans le métro, puis tu rentres dans le métro, puis tout le monde regarde soit quelque chose, soit comme « regarde même moi pas, dis-moi même pas bonjour parce que j'ai pas le temps. Tout le monde est en train de courir, donc tu sors le matin à 7 h le matin et tu rentres juste à 7 h le soir, tu n'as pas de vie. D'une certaine façon, tu as juste la fin de semaine pour que tu fasses tes affaires, ton épicerie, etc. et c'est rebelote. Donc, pour quelqu'un qui a vécu à Montréal pendant 4 ans, qui a étudié, qui a travaillé après avoir vécu au Nouveau-Brunswick pendant 4 ans, tu t'ennuies toujours. Et je me rappelle que le jour où j'avais décidé de quitter la grande ville pour revenir, je suis revenu un jour de tempête. Il faisait noir, je voyais rien et j'étais excité d'arriver à Moncton. Parce que tu te dis, c'est là où ils sont, d'une certaine façon, nos racines. C'est là où je suis accepté pour qui je suis, c'est là où les gens s'intéressent à moi en tant qu'individu, et c'est là où je peux avoir le sentiment d'avoir une famille, est-ce que je peux aboutir à mes ambitions, à mes rêves d'une certaine façon, et je ne suis pas juste un individu parmi tant d'autres. Je suis Monsef Lacroisse. Et les gens s'intéressent à mon histoire, ils veulent la connaître, et ils veulent faire partie de cette enabler, catalyser d'une certaine façon ce succès pour le voir arriver. On est chanceux de vivre ici d'une certaine façon, on est vraiment chanceux. On n'a pas de trafic comme les autres, la qualité de l'air est excellente. Je peux finir le travail à 4 h le soir et aller prendre une marche avec ma femme. Je peux même aller me baigner à Shediac si je veux. Je peux aller faire du hiking à Fundy si je veux. Pas tout de suite, par contre. Pas tout de suite. Mais c'est des choses qu'on peut avoir qui sont excellentes, qui nous offrent ce qu'on pourrait appeler une qualité de vie et d'une certaine façon s'assurer, en tant que jeune, qu'on a des ambitions, que ce soit en affaires ou autre, réussir aussi, même si on vient d'ailleurs. Donc, c'est ça un charme qui est encore au Nouveau-Brunswick qui est spécial. Et trouvez-vous dans les organismes comme le Café, le Magma ou je vais l'appeler la version anglaise, le Magma, trouvez-vous que c'est des histoires qui reviennent, qui sont quand même récurrentes avec les gens que vous travaillez dans le domaine? C'est-tu quand même est-ce que c'est beaucoup des histoires positives comme ça que vous entendez? Ah oui, absolument. Moi, j'ai des familles qui sont arrivées, ils ont quitté, ils arrivent à Nouveau-Brunswick, ils ont dit, OK, ben on est ici, on va à Montréal, on va j'en ai un qui a été en Colombie-Britannique juste dernièrement, puis 2 mois plus tard, ils ont décidé, ah non, je retourne, un peu comme mon chef disait. C'est pas la même chose, c'est une grosse ville, ça prend 1 heure, 2 heures pour se retourner à la maison. Je peux pas juste sortir puis aller prendre une marche dans les bois. Il faut que je conduise en quelque part. Ça fait que oui, c'est souvent qu'on voit ça. Puis, il l'a tellement bien décrit que c'est vraiment, c'est la bonté des gens. C'est accueillant, c'est chaleureux, c'est un peu plus relax aussi que la grande ville. Je suis rentré dans un garage pour payer mon essence, mon carburant que j'avais acheté. Et la dame qui m'a servi, je me suis aperçu qu'elle avait un accent. Et je commençais à jouer avec elle parce que, évidemment, elle était une personne immigrante. Et elle était originaire d'un pays, je ne nommerai pas, mais un pays, pas un pays en révolution, pas un pays en guerre, pas un pays pauvre, pas un pays qui a des phénomènes naturels dévastateurs à tous les ans, mais un pays, disons, comme le Canada. Et je lui ai posé, qu'est-ce que tu fais ici? Mais je vais être obligé de vous arrêter là parce qu'on s'en va sur la pause. Mais gardez l'idée, elle a l'air vraiment intéressante. On va vous revenir dans quelques instants et on vous laissera terminer votre petite histoire, assurément. Donc, merci beaucoup. On se revoit dans quelques instants. Merci. Au revoir.
Bonsoir et bienvenue à une autre partie de notre émission À cette heure, on jase. Donc, on s'est laissé tantôt et vous aviez une très belle histoire, M. Boucher. Et quand vous parliez de quelqu'un qui était venu ou que vous aviez été voir quelqu'un. Non, c'est que je l'ai croisé par hasard dans un poste d'essence parce que j'ai entré pour payer mon carburant et je me suis aperçu qu'elle était, de par sa langue, qu'elle était une personne immigrante. Et on commence à jaser, et disons juste que cette personne-là était d'un pays G7, donc un pays qui est bien, là, tu sais. Puis j'ai dit, je peux comprendre pourquoi que tu laisses la Syrie pour venir au Canada, je peux comprendre pourquoi que tu pourras laisser multiples pays pour venir au Canada à cause des situations internes. Mais je dis, chez vous, je dis, c'est aussi normal que Canada. Qu'est-ce qui vous a fait venir ici? Elle dit, c'est la communauté, la sécurité de mes enfants que je ne peux pas offrir dans mon pays d'origine. Puis ça, ce phénomène-là de sécurité, de communauté, est-ce que ça aussi, c'est une histoire, vous entendez souvent des nouveaux venants? C'est-tu quelque chose qu'on recherche beaucoup quand ils viennent s'installer au Canada, ou surtout comme au Grand Moncton, ils vont chercher votre aide? Oui, ils le recherchent. Mais un peu comme Monsef a dit tout à l'heure, je ne sais pas si ils sont prêts vraiment. Ils savent qu'ils veulent avoir meilleur et qu'ils vont probablement avoir meilleur. Mais est-ce qu'ils sont connaissants du fait que c'est à ce niveau-là de chaleur et ainsi de suite? Et je ne le crois pas. Parce que moi, par exemple, j'ai des gens qui me disent que la première fois qu'ils avaient vu que c'était possible de laisser leurs enfants aller jouer dans la rue, c'était quelque chose d'extraordinaire. Oui. Ou que tu pouvais fermer les portes de ton char et pas nécessairement le verrouiller, rentrer dans l'épicerie, faire tes choses et sortir et ton char est encore là. Oui. Oui. Tu sais, c'est des choses comme ça que nous, on prend pour acquis. Nous autres, c'est notre quotidien. Mais pour eux, c'est des révélations que, waouh, on peut faire ça ici. Oui, c'est vrai, parce que pendant l'université, j'avais un appartement au premier que j'ai jamais fermé. La clé servait juste d'ouvrir l'extérieur. Mon oncle est venu me voir de Montréal, il était en vacances, et on faisait des activités ensemble, et à chaque fois, il me demandait « Tu ne fermes pas la porte? » Non, je n'ai pas besoin de la fermer. Il dit « T'as pas peur qu'il y ait quelqu'un qui rentre? » Non, c'est juste « Welcome to New Brunswick ». C'est pas le genre de choses qui arrivent. Donc, tu peux laisser tes affaires, je laisse la porte ouverte, je laisse ma voiture ouverte. C'est pas naïvement parlant, mais c'est juste dans la culture des gens que c'est la bonté et la générosité. Il y a une chose qu'il y a une de mes clientes qui m'a dit, c'est qu'elle s'en était une quand elle avait parti, puis elle avait été à Montréal. Elle est retournée au Nouveau-Brunswick, puis elle dit la plus grosse différence qu'elle s'est aperçue, c'était qu'au Nouveau-Brunswick, les gens font du eye contact. Ah, OK. Ouais. Puis elle dit ça, même avec mes enfants, comme c'est comme de l'art, parce que là, tu te sens comme si la personne fait vraiment une connexion avec toi, tandis qu'elle l'a trouvé à Montréal comme tel, mais ça peut être comme ça dans d'autres grandes villes, c'est que c'est tellement occupé, puis c'est tellement vite que c'est ça sa description, qu'il n'y avait pas de eye contact, il n'y avait pas de... comme. Puis toi, tu as un peu dit ça tantôt aussi, là, c'est le contact chaleureux des gens au Nouveau-Brunswick. Ouais. Nous autres, on avait une cliente qu'elle avait oublié son porte-monnaie. C'était une femme, une cliente. Elle avait oublié son porte-monnaie dans un taxi de la région de Moncton. Et elle l'a dit à sa copine. Et sa copine a dit tu téléphones à la compagnie. Elle dit qu'est-ce que tu veux dire, téléphone à la compagnie? Elle dit peut-être que quelqu'un a retourné ta bouche. Le conducteur a retourné ta bouche à la compagnie. Non, ça c'est absolument ridicule. Elle a téléphoné. Elle était complètement époustouflée. La semaine dernière, je suis avec un journaliste de Radio-Canada. Puis il me racontait une histoire où il est monté dans un taxi à l'aéroport. Il a oublié son téléphone cellulaire. Puis il rentre à l'aéroport. Il se rend compte que son téléphone cellulaire est resté dans le taxi. Il appelle la compagnie. La personne il était à l'autre bout de la ville. Il lui a ramené son téléphone cellulaire. Puis lorsqu'il lui a donné son téléphone cellulaire, il lui a donné un hug. Okay? C'était un réfugié, dans le fond syrien. Il a donné un hug, puis il a dit « Regarde, voici ton téléphone. » Il dit « Je m'en rappelle encore, parce que c'était la chose la plus chaleureuse que j'ai jamais eue, que ça peut être autant d'un bord ou d'un autre. » Donc maintenant, on parle de l'expérience chaleureuse des Canadiens envers les immigrants. Et ça peut être aussi un geste de chaleur et de reach out d'une certaine façon de l'immigrant ou du réfugié dans tant que tel à la personne. Donc on a quelque chose d'extrêmement bien
N'empêche que, autre que le fait que sur l'aspect humain, on est bien servi, sur l'aspect économique, dans cette province, tout est à bâtir. Il y a énormément de potentiel. Il y a énormément d'engouement pour du succès, d'une certaine façon, parce qu'on se rappelle que les provinces de l'Est étaient l'engin économique, d'une certaine façon, du Canada, back in the days, avant. Aujourd'hui, la situation est en train de changer parce qu'on est en train de récupérer cette notoriété économique. Et maintenant, tout le monde tous les gens sont interpellés, grands et petits, pour pouvoir faire partie de ce mouvement qui va propulser le Nouveau-Brunswick pour quelque chose de meilleur. Et on a besoin de tous les talents, que ce soit international ou autre, pour pouvoir contribuer à ceci. Alors, par contre, certes, ce qu'on entend dans certaines régions, comme à Montréal ou Toronto, c'est un petit peu saturé, d'une certaine façon, où il y a énormément de compétition, il y a énormément de talents, il y a énormément de demandes, il y a énormément de choses. Les entreprises, ça existe, les restaurants, ça existe un petit peu partout. Tu peux goûter à 500 types d'Africains si tu veux. Mais Moncton, il y en a juste un pour l'instant. Okay? Et ce qui fait en sorte, c'est qu'il y a énormément de potentiel, énormément de talent, que pour les prochaines années, tout le monde va être appelé à construire à ce mouvement en tant que tel. Et ça me fait un peu comme cette construction-là de la communauté qui semble s'établir, s'agrandir, et qu'il y a quand même une certaine carte blanche parce qu'il y a comme un potentiel de développement. Me fait passer à, est-ce qu'il existe, comme là, par exemple, ce mois-ci, c'est le mois du Black History Month, de l'histoire des Noirs. Et ça implique souvent des activités culturelles quelconques. Et ça me fait penser, est-ce qu'il y a quand même de plus en plus d'activités de ce genre, ou que c'est pas obligé d'être, je ne veux pas juste limiter à le mois de l'histoire des Noirs, ça peut être des activités pour le monde de l'Occident, ça peut être pour le monde de l'Afrique, mais en tout cas pour la communauté immigrante. Est-ce qu'il commence à avoir un besoin? Est-ce que la communauté commence à devenir assez grande pour avoir un besoin de faire des activités pour aller chercher comme un sentiment de communauté comme ça? Oui, absolument. Oui? La réponse est oui. Nous autres, on a Mosaïque. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Mosaïque, le festival Mosaïque qui est pendant l'été. Mais autre que ça, on a aussi des activités comme là, je ne sais pas si mon chef, je sais pas si je t'ai vu là, mais le Chinese New Year, il me semble que je t'ai vu là. OK. Non. En tout cas, ça c'était pas mal spécial. Oui, OK, c'est là. Fait que oui, pour répondre à la question, il y en a plusieurs. À tous les mois, il y a toujours quelque chose qui se déroule, mais un des rôles à Magma aussi, puis Kafi aussi aide beaucoup avec ça, c'est on essaye d'aider un peu plus avec comment encourager les associations, puis comment les tiennent la main un peu au début pour qu'ils fassent leur propre festival. Fait qu'on a le Mosaïque qui est gros, qui est global pour toutes les associations, mais là, Magma et Kafi ont pris un peu le rôle de on va vous aider à faire vos propres festivals. Puis ça va très bien. Ça fait à peu près 5-6 ans, je trouve qu'il y a vraiment un bon rythme. Puis on commence à avoir plus de festivals comme le Chinese New Year, par exemple. C'était très gros cette année. Très, très gros. Pour juste être spécifique sur le mois de l'histoire des Noirs, oui. l'Association des Congolais a organisé justement des activités à travers le mois. Vous avez été là à la cérémonie d'ouverture. Georges, le président, était là, entre autres. Et j'étais là à la clôture dernièrement, où c'était un spectacle incroyable, une bouffe des plus délicieuses. On a mangé super bien. Je suis même revenu pour un deuxième round. On a dansé. Il y avait une atmosphère extrêmement incroyable. Et leur message, c'est quoi qu'on est différent, on est tous égaux. C'est super bien dit. OK, oui, c'est beau. Donc, d'une certaine façon, c'est que tu regardes la Déclaration d'indépendance des États-Unis, tu regardes n'importe quelle déclaration humaine, que ce soit les Nations unies ou autre, tout le monde est en train de nous dire, haut et clair, qu'on est tous égaux. Alors, pourquoi pas le vivre, juste d'une façon naturelle? Oublions les couleurs, oublions les races, oublions les accents, oublions tout. D'une certaine façon, on est humain, puis on peut construire plusieurs choses ensemble. L'Association des Congolais l'a si bien fait d'une certaine façon avec ce message qui est juste « bam ». Okay? Peut-être que toi et moi, on est différents. On vient de places différentes. Mais aujourd'hui, on est en train de parler d'un sujet d'une manière conviviale. Et peut-être qu'on sera appelés, toi et moi, d'une certaine façon, à servir cette province. Tu vas le faire à ta manière, je vais le faire à ma manière aussi. Mais on va se rejoindre d'une certaine façon parce que les deux, on va donner le meilleur de nous-mêmes à cette province. Peu importe le domaine qu'on choisit. Donc, d'une certaine façon, les gens, je suis sûr que les gens comprennent que à l'intérieur de nous-mêmes, on est juste des êtres humains, on ne changera pas autre qu'est-ce qu'on socialise et nos forces d'accepter comme différence. Mais à la base, on est égaux. Nous autres, au CAFI, c'était notre première année de la région du Fédiac-Cap-Pelé.
Et on a décidé, pourquoi pas, on va faire une journée internationale. La première qui a parfois eu lieu dans la région. Il y a 350 personnes qui se sont présentées. Hey, c'est un bel événement, ça. Entre Jamaïcains, Philippinos, Mexicains et la communauté locale. Wow. Et ça dansait, ça chantait, ça mangeait, ça a vraiment été un très, très beau succès. Et ça dépasse la limite des microcultures. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas juste la communauté mexicaine qui arrive, c'est pas juste une communauté. Il y a un mélange. Oui. OK. Puis c'est ça qui est beau avec le festival de Mosaïque aussi, si je peux retourner à Mosaïque, c'est un peu ça que c'est toutes des communautés, c'est toutes des associations, puis c'est le rassemblement que Monsef disait que tout le monde est ensemble, tout le monde est pareil. Lorsqu'on était sur la piste de danse, je peux te dire que tout le monde. Tout le monde avait plaisir. Mais c'est vrai, parce que tu avais aussi bien la ministre que le maire, que le conseiller, que le jeune, que le citoyen. Tout le monde avait juste du plaisir. Donc, ça, c'est un langage qui est dans le fond, uniforme. OK? Et c'est ce standard que le Nouveau-Brunswick a et ce standard que le Nouveau-Brunswick peut exporter en matière de valeurs humaines. OK. Que vous voulez dire exporter? Bien, exporter d'une certaine façon, c'est une richesse c'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Parce qu'on peut enseigner au monde, dans un ton aujourd'hui où une division, on a du popularisme montant, on a des gens qui pensent qu'on est différent et qu'il faut protéger les races, etc. Pendant que le Nouveau-Brunswick est en train de vivre cette harmonie et de la vivre de la manière la plus positive possible, on peut enseigner ceci à d'autres cultures d'une certaine façon pour leur dire c'est correct, c'est pas si mauvais et tu ne vas rien perdre en parlant avec une personne qui est de couleur différente. Ça ne va pas, d'une certaine façon, créer quelque chose d'extraordinaire. Au contraire, tu vas sortir gagnant parce que tu vas apprendre davantage, tu vas goûter quelque chose de différent. Peut-être que cette personne pourrait, dans certains cas, te sauver la vie. Est-ce que ça te dérange que ton médecin ou ton chirurgien soit d'une couleur différente? Si son seul objectif, c'est de te sauver la vie. Je ne pense pas que ça change. Je ne pense pas que rendu sur une table où ce que tu vas te faire opérer, dire « Non, j'aime pas la couleur de mon chirurgien, changez-le. » Non, parce que tu veux rire. Il n'y en a déjà pas beaucoup. On va se laisser chance. Là. Donc, d'une certaine façon, essayons d'extrapoler cette situation qui peut être drastique pour certains, parce qu'il y a quelque chose que je vais gagner, ma vie. Tu vas gagner plein de choses. À juste partager une histoire avec le propriétaire et manger, apprendre sur son parcours et goûter à son plat et vivre sa flamme entrepreneuriale et l'encourager. Elle vient d'ailleurs, elle a choisi de laisser sa famille et ses racines, mais de le faire chez toi, ici et avec toi. Ça vaut la peine d'être supporté, n'est-ce pas? L'autre fois, j'ai vu une photo qui a passé sur les réseaux sociaux. C'est une photo qui était coupée en deux. Il y avait le haut et il y avait le bas. Et il n'y avait absolument rien d'écrit. Mais croyez-le-moi, le message était fort. De la partie supérieure, il y avait un œuf, une coquille brune, et il y avait un œuf, une coquille blanche. Et dans la partie inférieure, c'était les deux œufs ouverts, cuits. Exactement la même affaire. Bon, on cuit de la même manière. Sauf qu'ici, on gèle de la même manière. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Oh. Mais oui, en effet, c'est vrai. Ce que vous dites, c'est quand même très beau parce qu'il y a infiniment d'espace à construire. Donc, c'est comme la valorisation de construire ensemble. D'une certaine façon, c'est ça l'objectif de n'importe quel immigrant qui est venu. C'est qu'il est venu pour faire partie d'un collectif et construire. Il n'a pas l'intention de se faire comme ambition, comme rêve, d'être le fardeau sur le gouvernement fédéral ou provincial. Il n'y a personne qui quitte son pays pour dire « Mon rêve, c'est d'aller puis de me mettre sur le bien-être social. » C'est pas ça, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui va dire « Regarde, je suis un petit peu bored, je m'ennuie, je vais aller voler la job à quelqu'un au Canada. » Juste pour le plaisir de le faire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la motivation. La motivation, c'est de dire j'ai des compétences, j'ai quelque chose que je pourrais contribuer à ce pays d'origine. Je le quitte pour 1001 raisons. Pour la sécurité, pour l'ambition, pour les enfants, pour 1001 choses. Maintenant, je suis là, je veux donner le meilleur de moi-même, jusqu'à temps qu'on me mette les barrières, d'une certaine façon. Fait que partant de base, l'intention est toujours bonne. Elle est partie, venir faire des études. Aujourd'hui, elle est entrepreneur. Imagine que Barakat devient une franchise à travers le pays. Ça va créer de l'emploi, ça va payer des taxes. Il y a plusieurs choses qui vont arriver grâce à elle. Ils ont déjà 5 employés, si je ne me trompe pas. N'est-ce pas?
merveilleux. Ben, ça, c'est bon pour l'économie nouveau-brunswickoise d'une certaine façon. Et si on peut créer des modèles de succès comme elle, à travers des petites niches partout, tout le monde gagne. Win-win, right? So, cette question que l'immigrant ou l'international prend quelque chose du local, c'est pas vrai, parce que dans la majorité des cas, statistiquement parlant, ils sont là juste pour contribuer, donner le meilleur d'eux-mêmes. Tout ce qu'ils veulent, c'est juste qu'on leur donne une chance. C'est tout. Oui. Puis comme ça, ben, de cette manière-là, ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'effectivement, vous pourriez faire une franchise avec votre restaurant. Puis on a peut-être, on aurait un excellent vendeur pour le restaurant. Hein? Non, je pense qu'on a une idée. On devrait faire le pitch. On devrait faire le pitch. Pourquoi pas? Ça va commencer ici. Exactement. Mais sur ce, j'ai adoré l'expérience de faire l'émission avec vous. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de venir aussi. Merci à toi. J'espère que peut-être qu'éventuellement, on pourra vous revoir de nouveau sur l'émission. Peut-être qu'on pourra jaser. Et puis, il va sûrement falloir que je fasse un tour à votre restaurant. On va tout y aller. On va tout y aller à ton restaurant. Donc, sur ce, je vous remercie énormément. Je vous remercie, vous qui nous avez regardé, d'avoir pris de votre temps pour écouter À cette heure, on jase. J'aimerais remercier Rogers et à tous les bénévoles qui ont travaillé avec nous. Un bon coup de main. Merci beaucoup. Merci beaucoup, énormément. On vous remercie beaucoup. Et sur ce, nous allons clôturer cette émission. Et j'espère vraiment qu'on puisse se revoir peut-être éventuellement. Hein? Oui. Donc, merci beaucoup. Juste un shout-out. Ah, oui. Un de tes bénévoles, il vient de l'Inde, puis ça fait 10 mois qu'il est au Canada et au Nouveau-Brunswick. Je tiens juste à lui dire bienvenue au Nouveau-Brunswick, tu as choisi la bonne place. Puis merci pour ton travail de bénévole. Il a choisi la bonne place. Donc sur ce, merci beaucoup et passez une très belle soirée. À la prochaine. C'était À cette heure, on jase sur les ondes de Rogers TV. Merci beaucoup.